Pistonné, toujours le rendez-vous du mercredi, celui que vous plébiscitez, celui où on parle un petit peu plus de culture F1, où on prend le temps pour poser notamment un sujet, celui où on parle Formule 1, celui aussi où on parle MotoGP. Hamza Ramani, Brice Germain sont avec nous. Ça va toujours les gars ? Oui. Prêt. Ça va, on a discuté pendant la pause et il m'expliquait où est-ce qu'il avait vu Nico Hülkenberg en Formule 3 et j'étais assez surpris. À Monza. Ouais. Franchement, c'est un vrai passionné de Formule 1. J'étais placé à Ascari. De sport automobile, on peut le dire. Je te rappelle que mon faire-part de naissance, c'est moi, gamin, dans un kart, en train d'arriver sur une ligne d'arrivée dessinée. Écoute, comme quoi. C'est incroyable. Je vous montrerai ce Malheureusement, on PSG un n'aura jour. pas cette même image en Formule 1, mais c'est déjà pas mal. Écoute, Sait-on jamais. trajectoire des pieds, mon pote. Grand Prix Explorer édition 2, ils visent tout, ils misent tout sur cette Moins année. de talent, plus d'ambition. Les gars, le programme, je vous l'ai dit, gros débat, on va poser une question un petit peu abusée, aberrante, choquante. Est-ce que Red Bull nous a proposé notamment, nous a construit la meilleure voiture du 21e siècle en Formule 1 ? On va reprendre bien sûr les propos de Lewis Hamilton, ce sera dans quelques instants, et on retrouvera Margot. Margot qui a voulu nous parler cette semaine du format sur, vous savez, les courses sprint. Oui, ça existe aussi en MotoGP, et Margot, elle est furax, elle viendra nous en parler dans une seconde partie. Mais on lance tout de suite le grand débat des pistonnés pour cette semaine. Est-ce que Red Bull nous a construit la meilleure voiture du 21e siècle en Formule 1 ? La question, elle peut paraître un petit peu abusée, mais cette question, elle a été inspirée par une déclaration de Lewis Hamilton qu'on vous proposait justement après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Lewis Hamilton qui nous disait ceci : « Je n'ai certainement jamais vu une voiture aussi rapide. Quand nous étions devant, nous n'étions pas aussi rapides. La Red Bull est, je pense, la voiture la plus dominante que j'ai jamais vue en Formule 1. » 17 ans en Formule 1, notre ami Lewis Hamilton. Du coup, on a remonté le fil et on a commencé à se poser la question de savoir comment et pourquoi Red Bull écrase à ce point-là la Formule 1 depuis le passage à la Révolution 2022. Il y avait déjà cette RB18 l'année dernière qui avait écrasé la concurrence. Regardez quelques stats. 22 Grands Prix, 17 victoires, 8 pole positions. C'était le premier d'ailleurs doublé pilote constructeur depuis 2013 pour l'écurie Red Bull, plus de 200 points d'avance au classement des constructeurs. Rappelez-vous bien de cette misère à l'issue de l'année 2022. Et pourquoi sont-ils aussi forts en 2023 ? On a essayé de se poser un petit peu les questions. On est déjà sur un bilan statistique de 3 Grands Prix, 3 victoires, 3 pole positions, dont 2 doublés. Il y a surtout l'explication, c'est Adrian Newey qui est le seul à avoir résolu cette équation. Une voiture qui génère un maximum d'appui aérodynamique, mais une voiture aussi également qui génère un minimum de traînée. Ça, c'est une équation que toutes les écuries aimeraient résoudre. Un seul homme a réussi à le faire. Et puis, il y a cette question aussi également du DRS magique. Les gars, on fera un comparatif après sur toutes les hégémonies depuis 2000. Je vous le montrerai tout à l'heure en statistiques. Mais est-ce que cette voiture est pour vous la plus dominante que vous ayez vue en tout cas sur le 21e siècle ? Non. Non. Je pense que déjà, ça fait 3 courses. Et sur 3 courses, on l'a vu dominer de façon différente. Que là, en Australie, par exemple, on a eu la preuve qu'elle était dominante, mais qu'elle était battable. Je pense que c'est pas la... pour toi, elle était battable en Australie ? Non, non, remarque, non, elle n'est pas battable. Elle était en tout cas approchable. Et que elle n'était pas parfaite. Je pense que ce qui fait dire ça, c'est le combo qui est très violent. Écurie qui sait maximiser et sait faire des bonnes stratégies. Pilote de génie et voiture de génie. Le triptyque ensemble, ça donne l'impression que personne n'a aucune chance face à cette voiture. Et pour moi, c'est ce qui diffère vraiment des autres hégémonies. On en parlera plus tard. On peut les voir, hein, si vous voulez, les gars. Vous pouvez nous mettre en habillage. Je vous ai fait une frise des grandes hégémonies, justement, depuis 2000. Ouais, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est une écurie seule en termes de stratégie performante, une monoplace seule en termes de performance et un pilote seul en termes de performance. Et pour moi, c'est ça qui fait que cette année, on a l'impression que rien ne peut arrêter par Red Bull, mais Red Bull et Max Verstappen. C'est pour ça que je sens ce côté écrasant de la domination, mais pour autant, dans les faits, je trouve pas que la voiture soit plus écrasante que d'autres ont pu l'être à certains moments.
Il va aussi falloir voir dans la durée, parce qu'une hégémonie, en fait, ça peut être très fort pendant un temps. Par exemple, l'hégémonie Mercedes, elle est peut-être moins violente sur le momentum des 3 courses qu'on a vues. Par contre, elle a duré 7 ans. Là, on ne sait pas si ça va durer 7 ans. Il y a des explications. À l'époque, c'était plutôt une philosophie Formule 1 moteur. Oui, là, c'est Newey, c'est aéro. Que Mercedes est arrivé en Formule 1, on l'a dit plusieurs fois, en posant ces conditions. Ils ont construit leur moteur bien avant tout le monde. Ils ont anticipé cela, ce qui leur a permis de durer et d'écraser. Et puis, un élément qui, moi, je pense aussi est important, c'est que la domination de Mercedes, il y a Mercedes, mais on a aussi l'impression, en tout cas moi, c'est mon cas, j'ai l'impression que les autres grosses écuries, donc Ferrari et Red Bull notamment, travaillaient mal. Ferrari, pour revenir au niveau, a triché, prétendument, triché. Uniquement sur 2 courses. Voilà. Et puis Red Bull a su revenir sur la fin. Mais bon, après, ils sont aussi flingués par moments, comme l'accrochage Ricciardo-Verstappen à Bakou. Mais ils n'étaient pas au niveau. Là, j'ai l'impression d'être dans une situation où tu as une écurie qui domine moins parce que tu as l'impression que les victoires, elles sont plus abordables pour Mercedes, pour Ferrari, même pour Aston Martin, que ce fut le cas il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir une nouvelle ère où, dans cette ère aéro, Red Bull travaille, comme tu le disais très bien, parfaitement parce qu'ils ont aussi Adrian Newey. Mais j'ai aussi l'impression que Mercedes, Ferrari et Aston Martin, dans leurs philosophies différentes, ont réussi à construire une voiture qui n'est pas ridicule, en fait, pour être la 2e, la 3e ou la 4e force. Et ils ont la possibilité, on le voit sur certaines courses, on l'a vu même l'année dernière, sur quelques courses, d'aller taper des pole positions, d'aller même taper à la régulière des victoires. Et c'est là où l'impression, elle est différente. C'est que Red Bull 2013, ça a été, notamment sur la fin de saison, ça a été écœurant. Au point, ça devenait ridicule. Tu avais un pilote qui écrasait tout. Ensuite, tu as l'ère Mercedes. C'était pilote, voiture, écurie. C'est ça qui était écrasant. Aujourd'hui, plus de Weber, tu sais. Oui, malheureux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu as l'ère moteur. Et donc, tu as aujourd'hui une époque où, même si Mercedes va refaire sa voiture, t'as des écuries qui développent de belles voitures, qui semblent performantes et qui sont, pour certaines, peut-être au max de leur philosophie. Alors, t'as des problèmes de fiabilité à régler pour certaines d'entre elles. Bref, il y a toujours des points négatifs, mais j'ai quand même cette sensation que Red Bull a développé une voiture extrêmement performante tout en sachant que la concurrence est capable et a su développer des bonnes voitures. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant de voir les performances et les résultats de Red Bull. Puis t'as un petit aspect aussi où, sachant que l'air est plus de dessin que de moteur, ce qu'on répète tout le temps, que Mercedes, au moment où il dominait, t'avais un secret dans le moteur, tu sais, qui était introuvable. Alors que dans le dessin de la voiture, on va tendre à la copie. Facilement, non. Sinon, c'est pas ce qui se passe Newey dedans. serait pas Newey, mais plus facilement peut-être que le moteur. Mais en fait, comme tout le monde va tendre vers le même concept, c'était pas le cas du moteur. Tu peux pas tendre vers un concept de moteur. Le moteur, il a des règles, c'est de la mécanique. Là, c'est de l'aérodynamique, c'est différent, c'est des philosophies. Donc, je pense que Mercedes avait un secret des dieux qu'elle a réussi à conserver pendant des mois, années et développer là-dessus, alors que là, très rapidement, et on le voit avec l'Aston, il est pas aisé, mais possible de venir faire comme les meilleurs. Si on reprend le concept de double diffuseur, qui avait été quelque chose qui avait matraqué. C'est vrai que je n'ai pas mis Braun dans les hégémonies, entre guillemets, dans les dominations, les années de domination. Et c'est pour ça que, à mon sens, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué vis-à-vis de Red Bull. C'est que Braun, je me souviendrai toujours de ça, parce que ça m'avait écœuré. Jenson Button, au bout de 1 tour, au Grand Prix d'Australie 2009, il a 2 secondes 7 d'avance. C'est-à-dire que, à partir de là, au revoir. Terminé. Il y a cette anecdote qui, moi, me semble incroyable. Jenson Button la raconte et il y a un documentaire qui va sortir sur Brown dans les prochains mois. J'espère qu'ils se focaliseront aussi dessus. C'est que la pré-saison, ils sont pas là déjà au début, Brown. Ouais, ils font que la deuxième séance de... Et lorsqu'ils arrivent, que Jenson Button s'assoit dans la monoplace, fait 1 tour et rentre,
il se dit, mais j'ai un avion. Tout de suite, il se rend compte de l'avion de chasse qu'il a. C'était incroyable. Brown. Mais tout ça pour dire que, en fait, là, l'hégémonie, on peut pas parler d'hégémonie l'année dernière, je pense. Non, hégémonie sur plusieurs années. Hein. Oui. C'est vrai que c'est peut-être un peu galvaudé sur ce que. Non, puis surtout, il y a eu une lutte pendant 9 courses. Donc, ils sont mis à être hégémonieux après. Ferrari, Mercedes avaient des problèmes, donc ils les ont réglés. Enfin, ils passent du temps à les régler cet hiver. Forcément, Red Bull prend un cap. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème à régler, donc on développe tout performance. Et forcément, l'écart, il est violent cette année. Maintenant, comme c'est une ère de dessin et comme on l'a dit, si tout le monde se rend compte, Mercedes va le faire pour Imola, Ferrari le fera peut-être pour 2024, que le concept aéro est pas bon et qu'on va copier Red Bull, on va certainement arriver à une homogénéisation des performances. Comme on a vu en 2009, où le double diffuseur, en fait, c'est devenu quelque chose qu'il a fallu faire. Enfin, en tout cas, on savait d'où ça venait. Là, on sait que ça vient du concept aéro. Le moteur, c'était incopiable pour les autres écuries. Et tout le monde s'est mis à acheter des moteurs Mercedes. Toutes les écuries sont passées chez Mercedes. McLaren est passé chez Mercedes. Force India était repassé chez Mercedes alors qu'il était chez Ferrari, il me semble, à une époque. Là, je pense que l'hégémonie va se compter en vingtaine, trentaine, quarantaine de Grands Prix, certainement, et qu'à un moment, et Mercedes le dit, si on fait bien le travail, on devrait matcher en fin de saison avec Red Bull. Ils l'ont fait l'année dernière. Ce qui n'était pas du tout le cas des saisons précédentes avec Mercedes. Ça, on va en parler. On va en parler un petit peu plus tard dans ce débat, mais je voulais vous relancer là-dessus, peut-être sur la définition aussi également de qu'est-ce que c'est une voiture dominante et peut-être les parallèles qu'on pourrait faire entre la Red Bull de cette année et la Mercedes, par exemple, des années 2014, 2017, 2016, pardon, excusez-moi, même 2017, on pourrait l'inclure. Regardez avec cette déclaration surtout de Padillo. Padillo, c'était l'ancien directeur technique de chez Mercedes, de la grande hégémonie, de la révolution moteur, et c'était le père notamment de la fameuse W05, celle qui avait dominé en 2014. Il dit « Je ne pense pas qu'une autre écurie ait jamais eu un si gros avantage que nous en 2014. La situation était telle que nous pouvions gérer l'avantage dont nous avions besoin à chaque fois. » C'est-à-dire qu'en fait, on ne développait pas, on ne déployait pas surtout tout le potentiel de la voiture. C'est arrivé sur plusieurs courses au cours de la saison. Franchement, c'était assez gênant pour les autres constructeurs. Elle est intéressante cette déclaration parce que Max Verstappen a dit ceci à l'arrivée du Grand Prix d'Australie ce week-end. Il dit « Mon premier tour n'était pas incroyable, mais je sais que nous avons une voiture rapide, donc il n'est pas nécessaire d'être agressif et de risquer d'endommager la voiture. Les autres ont réalisé que leur chance était là, c'est pourquoi ils étaient agressifs. Je ferais probablement la même chose si j'étais dans leur situation. Mais nous sommes très rapides, mais il y a eu des voitures plus dominantes par le passé. » Ce que nous explique Max Verstappen ici, c'est qu'en fait, le plein potentiel de cette RB19, on ne l'a pas encore vu. Ce qu'il explique aussi, c'est le comportement qu'il a eu l'année où il est champion. Exactement. C'est la chance unique pour George Russell, pour Lewis Hamilton, d'aller chercher une victoire. Et c'est vrai qu'il y a eu cette déclaration de Verstappen qui te dit Hamilton a été très agressif. Ouais, mais toi, c'est ce que tu faisais à l'époque parce que c'était une chance unique. Complètement. Qui se sont finalement transformées en plusieurs chances pour ensuite aller chercher un titre de champion du monde. Et ce que dit aussi Max Verstappen, ce qui est intéressant par rapport à Padillo, c'est que on est dans une situation où aujourd'hui, si Red Bull n'exploite pas le plein potentiel de sa voiture, aujourd'hui en tout cas, j'ai l'impression que c'est par souci de fiabilité. Peur d'une casse, quelle qu'elle soit, mais peur d'une casse et d'un souci donc de fiabilité et donc d'un abandon. À l'époque, Mercedes, c'était pas du tout ça. C'est qu'il y avait un tel écart que, aussi bien pour le sport et pour la Formule 1, il n'y avait aucun intérêt à coller 2 ou 2 secondes 5 au tour à l'ensemble du plateau. Il faut savoir que Mercedes, j'ai la stat sous les yeux là, durant les 9 premiers Grands Prix en 2014, c'est soit doublé, soit il y a un abandon. Mais sinon, c'est doublé. 9 Grands Prix. Il n'y a pas de Lewis Hamilton qui vient faire une deuxième place à Melbourne pour venir prendre la place de Sergio Pérez. J'aimerais bien voir les corps en qualif. On va essayer de trouver ça, mais et puis ça devait être monstrueux. C'était doublé. Il termine quand même le deuxième au championnat, donc Nico Rosberg termine avec plus de 79 points d'écart sur Daniel Ricciardo, qui fait quand même une saison à la Max Verstappen à l'époque 2020. C'est-à-dire tout ce qu'il pouvait il prenait tout ce qu'il pouvait. Et au constructeur, Mercedes a 300 points d'avance sur Red Bull qui optimisait déjà énormément. 300 points. Donc, et on est sur une saison qui a
plus de 100, enfin quasiment 100 points d'écart avec 2022, l'avance que Red Bull avait sur Ferrari. Donc, il y avait moins de courses. On était sur une saison à 19 courses. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. À mon avis, on a ce sentiment de voir la Red Bull meilleure que toutes les autres par un aspect qui est assez simple, c'est que on avait une lutte entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton qu'on n'a pas depuis que Max Verstappen domine. Je voulais qu'on insiste sur ce point-là pour te répondre. C'était 8 dixièmes au 3e Grand Prix. 2014 Bahreïn, les deux Mercedes qui collent 8 dixièmes au 3e qui était une Renault, une Red Bull, c'était Daniel Ricciardo, et c'était 1 seconde sur Valtteri Bottas qui était 4e. Époque années 80-90 quand le dernier était à 7 secondes 2 en qualif et que le 3e était à 1 seconde 4, tu vois. Et qu'on a dû inventer les 107% pour essayer d'homogénéiser tout ça. Tu as dit quelque chose de très intéressant en ouverture du débat, tu l'as répété à l'instant, c'est cette sensation de domination, elle est peut-être dopée par le fait aussi également qu'il n'y ait pas de lutte interne. Autre tableau, vous avez vu le comparatif des dominations un petit peu plus tôt avec notamment le ratio et les pourcentages. Je vous ai mis une petite annotation, c'est les années où il y a eu lutte interne. Et on se rend compte que par exemple 2016, c'est 90,5% à peu près de victoires pour Mercedes sur la saison. Mais quelque part, cette saison, on n'avait pas forcément retenu la domination de Mercedes, mais plus la lutte, parce qu'il y a eu lutte notamment entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg jusqu'au dernier Grand Prix. Ça avait été le cas aussi également en 2014, où il y avait une lutte un petit peu à pondérer, puisque on en parlait hier lors de la réunion de préparation de cette émission, les points étaient doublés lors du dernier Grand Prix, donc il y avait eu lutte jusqu'au dernier Grand Prix, même si Lewis Hamilton avait quand même survolé le sujet. Est-ce que, justement, Hamza, tu rejoins Brice sur cette idée, c'est-à-dire que cette domination est particulièrement impressionnante parce que on entrevoit qu'en 2023, il ne pourra pas y avoir de lutte interne chez cette voiture dominante entre Sergio Pérez et Max Verstappen? Pour le spectacle. En tant que fan de Pérez, parle. Non, mais pour le spectacle, j'espère que non. Et puis il y a 2 semaines, on disait, on espère que Pérez, et puis peut-être qu'il y aura une possibilité que. Mais c'est vrai qu'à la régulière, si Pérez ne fait pas une saison extraordinaire et que, comme Rosberg, en fait, une saison extraordinaire avec toute la réussite au monde de son côté, si on est sur une saison où, en termes de réussite, en termes de performance, on est sur du 55, enfin, chacun exploite normalement, entre guillemets, son talent. C'est vrai qu'on risque d'avoir une saison où il y a une domination d'un pilote et que derrière, et là aussi il faudra voir par rapport à l'avance qu'aujourd'hui a Red Bull et par rapport au développement des autres écuries, mais c'est une question à laquelle on pourra répondre en fin de saison, mais si Pérez ne termine pas 2e, est-ce un échec? En fait, c'est surtout comme ça, je pense. C'est surtout comme ça qu'on peut analyser le niveau d'une monoplace, c'est que on voit forcément le premier pilote, c'est souvent le plus talentueux, et c'est souvent le crack. Et puis il y a le 2e pilote qui est souvent le bon pilote, sans être le crack générationnel. Et c'est par rapport au 2e pilote que l'on peut voir le potentiel, la performance d'une voiture. Je prends souvent cet exemple de 2012 quand je parle de Fernando Alonso, de la meilleure saison de sa carrière. C'est que Fernando Alonso, souvent je dis, il conduisait une épave, et j'insiste un petit peu, peut-être beaucoup. Par rapport à la dominante. Une épave régulière. Il avait un tracteur qui roulait, mais bon, il avait un tracteur. Et finalement, il est à 4 points, je crois, du titre de champion. Felipe Massa, je crois, cette saison, il termine 7 ou 8e du championnat pilote. Et c'est comme ça qu'on peut juger le niveau de la monoplace. Et que la Ferrari n'avait pas une bonne voiture, encore moins pour aller chercher un titre mondial. Si Sergio Pérez ne termine pas 2e, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut sembler totalement fou, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Non, mais c'est même pas suffisant. C'est-à-dire que combien de fois on a déglingué Valtteri Bottas en émission, alors que 2019 et 2020, il termine tout à fait 2e du championnat. Sauf que 2020, il termine à 124 points de Lewis Hamilton, avec la même voiture. 124 points. T'as le bon pilote et le crack générationnel. Mais du coup, 2e, c'est pas suffisant si t'as une voiture dominante. Oui, mais là, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que Red Bull ne pourra pas avoir une voiture aussi dominante qu'a eu Mercedes. On rappelle qu'il y a aussi cette sanction qui va devoir à un moment... Ça, on va en parler, bien sûr. On imagine aura une répercussion peut-être sur la seconde partie de saison, certainement 2024, mais peut-être aussi dès la seconde partie de saison, qui a Aston Martin qui va pouvoir revenir parce qu'ils ont une capacité de développement beaucoup plus importante de par la 7e place au championnat du monde la saison dernière. Encore une fois, l'époque Mercedes, Mercedes était seul au monde. Est-ce que Red Bull est seul au monde? Est-ce que Red Bull sera seul au monde sur cette ère? Je n'en suis pas sûr. Et puis, j'ai le sentiment qu'en fait, on associe l'époque Mercedes à 2014, 2020 ou 2021. Il y a 2 ères chez Mercedes. Oui.
Et en fait, on est en train en 2022 et 2023, enfin fin 2022 et début 2023, on retombe dans le début de Mercedes. Parce que on en avait marre de la domination Mercedes en tant que fan de sport, pas anti-Mercedes, mais à partir du moment où Ferrari a commencé à revenir dans la lutte en 2017-2018, que Red Bull a commencé à mettre des victoires en 2020, etc., on a commencé à avoir une situation qui était meilleure. La domination était moins violente, certes toujours présente, parce qu'avec un Lewis Hamilton qui ne laissait rien aux autres, mais il y a eu un apaisement un petit peu cette domination par le fait du retour d'autres cadors qui, certes sans gagner de titre, ont pu être à certains moments dans une forme de lutte. Et comme on a tendance à se dire que ça a été si long l'hégémonie Mercedes, on associe cette période-là, qui était une période d'hégémonie moins grande, à la même hégémonie que celle qu'on a eue en 2014. Du coup, si on revoit quelque chose qui ressemble à 2014, comme on associe la période aux mêmes endroits, on a la sensation que c'est plus violent qu'en 2020, qu'en 2019 ou qu'en 2021, où il n'y avait plus de domination finalement. Alors qu'en fait, c'est pas les mêmes dominations qu'on a eues. Mercedes finalement n'a pas eu une hégémonie si longue que ça. Ça a duré 3 ans, mais derrière, il faut distinguer la période hégémonieuse de la période dominante. Complètement. Et la période dominante est bien plus facile à avaler, quand même, qu'une période hégémonieuse. Est-ce qu'une période où une écurie a triché pour revenir, tu n'aurais pas tendance, a posteriori... à rajouter une impression, on va dire... Peut-être, en attendant, c'est pas comme ça qu'on a vécu la saison. La saison, on l'a vécu avec une Ferrari à la lutte. Et du coup, dans les têtes, en 2019, tu as certainement... Je me souviens plus si Max il gagne des courses, mais tu as certainement une victoire de Max. T'as des victoires de Charles Leclerc, t'as des victoires de Sébastien Vettel à Singapour, t'as des victoires des Mercedes. Autriche, tu l'as dit. En fait, t'as quand même un renouveau de trucs que tu n'as pas sur une saison 2014 où t'as une douzaine de doublés. Mais on compare beaucoup à Mercedes, les gars, depuis tout à l'heure, parce qu'il y a les propos de Lewis Hamilton et on pressent un petit peu de mauvaise foi dans les propos de Lewis Hamilton. Mais si on reprend encore une fois le tableau des différentes années de domination depuis 2000, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle vraiment à faire avec Ferrari 2002 et Ferrari 2004, c'est-à-dire une voiture qui, en dehors du moteur, techniquement en tout cas, dans le dessin, est dominante, et surtout une politique qui est faite pour un seul pilote. Et est-ce que quelque part, c'était pas la domination qui, je sais pas si vous avez des souvenirs de cette époque-là, la domination qui avait été la plus terrible à suivre, en tout cas la plus ennuyante pour les passionnés de sport et les passionnés de Formule 1. Sur une saison. On est passé à une époque où on fait des airs réglementaires, et où prendre le virage correctement t'amène à être dominant. Alors il y a toujours eu des airs et des changements d'air, que ce soit le turbo, que ce soit le sol, tout ça, machin, bien sûr. Mais en 2002, la Ferrari est écœurante. Ah, clairement. Ouais. Mais en 2001, la McLaren, il y a une lutte avec McLaren. En 2003, Raikkonen est vice-champion du monde et ça se joue à peu de choses. 2004, il redomine. 2005, c'est Alonso. Donc en fait, moi qu'une écurie domine sur une saison parce qu'ils ont été meilleurs, ça me dérange pas à la rigueur. C'est plus le côté que ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, 4 ans comme Red Bull. Moi, dans les années 2000, j'ai pas la sensation d'avoir excessivement subi la domination de Michael Schumacher. Alors, j'étais pas ferrarista à l'époque. Moi, je t'avoue que je trouvais ça écœurant parce que tu savais. Mais il gagnait pas toutes les courses. Oui, mais après, il y a deux impressions. 2002-2004. T'avais Autriche 2002, par exemple. On demande à Barrichello de laisser passer, etc. Enfin, si tu veux, c'est là où c'est vrai que je te rejoins, c'est que le fait qu'il y ait un pilote souverain au sein de l'écurie dominante, je trouve que dans l'impression, c'est parfois pire et ça déforme un petit peu le prisme de perception. Parce que 2014, 2015, 2016, tu te souviens de quoi de ces époques ? Tu te souviens des images de Bahreïn, des dramas, Tu te souviens du crash à Barcelone entre les deux. Tu te souviens, de l'argument du vent à Austin en 2015. Et il y a eu, tu te souviens pas de ça ? En fait, il perd. Mais oui, pourquoi déjà ? Parce qu'il perd la première place, ou alors il perd le fait d'être proche d'Hamilton, et il dit j'ai pris une rafale, alors qu'il fait une erreur, et il perd le titre ce soir-là. Je me souvenais plus exactement de la situation. Voilà. Mais c'est Rosberg, écoute. Mais en fait, et Hamza le dit souvent. Lui a toujours été déçu du fait de ne pas voir le champion remettre son titre en jeu, parce qu'effectivement, il a le premier titre en jeu. Parce qu'il a coupé l'histoire. Et du coup, il y avait une histoire.
Dans cette domination-là, on avait de quoi se nourrir du fait que, est-ce que Rosberg, à un moment donné, va aller chercher Lewis Hamilton On essaie de s'en nourrir cette année en se disant, est-ce que Sergio Perez a les cartes? Mais très rapidement, s'il les a pas, il y aura quand même plus grand-chose à dire. Ça peut être fini, hein, le mais- titre. Bon, il y aura d'autres intérêts pour nous, mais Comme Ferrari. le titre Et de champion. comme à l'époque avec Schumacher. comme on a fait avec nos éternels Bottas 2.0, Bottas 3.0 quand il gagnait l'Australie, en se disant, est-ce qu'on va avoir une lutte? Et en fait, non. Donc, il y a toujours eu quelque chose pour venir, entre guillemets, nous contenter, nous satisfaire dans des périodes où on était fataliste en se disant, de toute façon, c'est Mercedes et c'est pas autrement, ou c'est Ferrari et c'est pas autrement. Là, encore une fois, si le combo stratégie d'écurie parfaite, monoplace parfaite et pilote qui détruit tout se met en place, il n'y aura pas grand-chose à raconter. Et la F1 ne nous racontera plus grand-chose. Si ce n'est des podiums de Fernando Alonso à 41 ans, des passes d'armes entre Hamilton et Alonso, mais on sait très bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, Je fais c'est appel en haut en soi. Je fais appel à ta mémoire. Je crois que c'est vous en prie. 2020 ou 2019. Où on a une domination quand même assez importante de Mercedes. Et nous, on s'était régalé de la C'est lutte pour les podiums, de la lutte pour les places intermédiaires, de la lutte pour même 2020. les qualifications en Q3, 2020, c'est 2020. 2020, parce que c'est le moment où 2020. Ricardo il fait ses podiums à la fin de Complètement. saison et tout. Exactement. Voilà. Gasly gagne, tu as des Mais surprises. finalement, voilà. moi, je garde quand même un souvenir plutôt cool de cette saison. Enfin, moi, Mais parce que j'ai- t'es marqué par 6 ans de c'est Hamilton qui gagne. Et aussi tu parce vois. que tu as des problèmes de fiabilité chez Ferrari. C'est parce que tu as un Leclerc aussi qui en début de saison était à la lutte avec ses Mercedes. Oui, et- C'est ça qui vient pondérer, tu vois, l'impression. Et aussi, le quelque part, problème, derrière le c'est que résultat. je pense sincèrement que là, tout le monde dit ça et tout le monde est écœuré de ce qui se passe avec Red Bull parce qu'il y a eu 2021 au milieu qui nous a donné un souffle Ouais. de lutte qu'on n'avait pas vu. Mais sincèrement, moi même, 2016, ça n'a rien à voir pour moi. 2016, c'est pas pareil. Il y a pas la même. Il y a une tension entre deux. Mais oui, je sais. Ça, c'est une vraie l'éternel question. débat. C'est Est-ce une que vraie tu question. préfères une lutte interne et J'adorerais une qu'on lutte fasse ce externe? débat-là. C'est est-ce que vous préférez une lutte entre deux écuries différentes, deux pilotes impliqués dans des écuries différentes, ou est-ce que vous préférez une lutte interne? Et moi, je te dis, avec du recul, j'ai toujours dit, c'est le 2021 ou le 97, par exemple, qui me plaît. Et en vrai, quand j'y réfléchis, je me dis, mais attends, les grandes années McLaren, c'est quand ils cassent tout à la fin des années 80. Mine de rien, chez Mercedes, le Hamilton-Rosberg de 2016, Hamilton il est Rosberg, piquant, tu il vois, y a un côté piquant parce qu'il y a une histoire entre les deux. L'histoire derrière, C'est aussi ça, ça bien qui sûr. joue. Mhm. Si on Hamilton Bottas par exemple, imaginons 2019, ça joue à la dernière course de la même manière. Peut-être qu'il y a moins de saveur. Désolé, mais Alonso Schumacher 2006, c'est mythique aussi. Ah, c'est extraordinaire. Et c'est dans deux écuries différentes. C'est surtout extraordinaire parce qu'on connaît la fin. Oui, mais n'empêche, s'il n'y a pas cette casse moteur au Bien Japon, Bien et que ça se joue au Brésil, c'est une des plus grandes saisons qu'on ait vues. Hein. Donc, je pense que. En fait, c'est plus simple d'avoir des luttes internes parce que, comme le matériel est le même, Oui. si le comparer. talent du pilote est le même, ça va aller au bout, entre guillemets. Alors que si tu as une lutte externe, tu as trop de possibilités qu'à un moment donné, ça parte en live. Exemple, Sébastien Vettel Hockenheim, puis derrière, C'est vrai. pas le développement suffisant, terminé. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire. On revient au sujet. Oui. On a fait le débat en 5 minutes. Ouais, ça y est, on l'a fait, c'est fini. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Sur la Red Bull, j'ai vraiment le sentiment que, comme tu aimes à dire, on s'est embourgeoisé. Ouais. On s'est embourgeoisé par 2021 et qu'on a oublié par des petits éléments qui nous satisfaisaient, à savoir des luttes internes, que la domination était aussi violente à l'époque. Là, vraiment, pour moi, c'est vraiment le fait que Verstappen, à l'heure actuelle, est tout seul, mais seul au monde. C'est-à-dire que s'il veut battre Pérez, à mon sens, il bat Pérez. Si Lambiadze lui dit pas de se mettre à 20% du moteur, il fait ce qu'il veut à l'heure actuelle. Red Bull est dominant dans la stratégie, Red Bull est dominant dans la voiture, le pilote est archi Il y a dominant. la question fiabilité. C'est la seule incertitude qui aujourd'hui te permet d'espérer en te disant. Ils peuvent régler en n'allant pas à fond. Oui, non, mais En plus, encore une fois, mais rappelle-toi 2016, tous les problèmes sont arrivés côté Hamilton, les problèmes de fiabilité. Tu te retrouves dans une situation où Rosberg il fait l'année de sa vie, il est champion. Encore une fois, alors là en plus on a une saison à 22 ou 23 22, GP, donc on aura de moins en moins de possibilités de voir des saisons de ce type. Mais si on est dans la fiction la plus totale, mais tous les problèmes de fiabilité arrivent sur Verstappen et que Sergio Pérez te sort la saison de sa vie, bah peut-être que, mais ça fait beaucoup de si. Exactement. Combien de temps ça va durer, les gars? Ce sera la dernière question à se poser. Est-ce que ça va durer surtout encore longtemps? Est-ce que on a enterré les espoirs, par exemple, d'ici 2024, puisque
Mercedes, tu l'as très bien dit, Toto Wolff l'a expliqué, ils estiment qu'avec le nouveau concept, ils vont gagner 3 dixièmes, peut-être un petit peu plus, en le mettant en place du côté d'Imola. Ils espèrent être dans la lutte, en tout cas à la win à la fin de la saison. Il y a Ferrari, on l'a commencé à en entendre parler après Jeddah, qui pourrait changer son concept et aller vers un concept qui ressemblerait un peu plus à ce que fait Red Bull pour 2024. On a aussi également Aston Martin, est-ce qu'ils pourront faire fructifier la CFD, la soufflerie? Je vous ai fait un beau tableau, vous verrez un petit peu tout ça. Est-ce que, il y aura un impact aussi également des pénalités de développement concernant Red Bull après le dépassement du budget de cap? Est-ce que Adrian Newey restera aussi également chez Red Bull? Parce que Tom Clarkson nous a expliqué qu'il était en fin de contrat. Adrian Newey avec Red Bull. Et puis l'autre question, est-ce qu'il faudra même attendre la prochaine révolution 2026, révolution des moteurs? On rappelle qu'il y aura une association Ford et Red Bull. On rappelle aussi également qu'il y a Audi qui a pensé un peu ce moteur qui arrivera à ce moment-là en Formule 1. Regardez un petit peu juste très rapidement ce petit graphique sur les souffleries, utilisation de soufflerie en 2022. C'est quand même assez important. 756 heures de soufflerie pour Red Bull. Et à l'inverse, Aston Martin sera à 1200 heures. On est à peu près 40% de soufflerie en plus. Vous avez enterré tous les espoirs, les gars, pour 2022. Vous vous projetez déjà sur 2023. Il peut y avoir vraiment du suspense en 2023 ou on ferme tout et on attend 2025-2026? En 2022, j'ai enterré les espoirs d'un champion du monde autre que Red Bull. Encore une fois, la seule possibilité de voir une lutte pour le championnat, c'est une lutte interne. On n'y est pas encore. Après, pour 2024, je pense qu'on n'y est pas encore. Effectivement, il y a quand même cette incertitude qui plane autour du développement de Red Bull. Comment est-ce qu'ils vont construire la voiture? Après, encore une fois, ils ont un génie. Il s'appelle Adrian Newey. Est-ce qu'avoir Adrian Newey, c'est pas mieux que d'avoir 500 heures de soufflerie en plus? Ça. Après, si tu as Dan Palos, qui est le padawan d'Adrian Newey, et que tu as 40% de soufflerie en plus, peut-être que tu peux aller plus loin. Tu préfères le padawan ou tu préfères le Jedi, toi? Moi, je préfère toujours le Jedi. Et parfois, le padawan a des idées fraîches aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, tu sais. Donc, retrouver toutes les expressions comme merde dans Dico Larousse. Je veux bien être tolérant, mais il y a des limites. L'emploi de ce genre d'expression, il y a quand même. 4-on-4. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il faudra voir aussi, parce que là, c'est très facile à dire sans avoir vu aucun package évolutif. Il faut qu'on voit ça arriver. Bakou, Imola vont nous donner des réponses. Barcelone aussi, le triptyque qu'on va avoir là en mai va nous aider à savoir si 2022 c'est cuit ou pas. Mercedes annonce fin 2023, pardon. Ouais. Ferrari, certainement 2024. Ok, ça c'est des annonces. La réalité de la piste, ça va être de voir la capacité de développement en cours de saison et voir si on trouve quelque chose. Aston Martin, c'est en cours de saison qu'ils ont trouvé la solution qui leur a fait pondre cette Aston Martin-là, cette MR23, cet hiver. C'est en cours de saison à Barcelone qu'ils se sont dit « Ok, on est parti sur la bonne chose, on va développer ce qu'on peut avec le budget de cette année, mais c'est pour la voiture de l'année prochaine. » Et puis il termine en étant la 4e force du championnat. Avec un Sébastien Vettel qui fait des P5 et des P5 et des P5. Faut le rappeler. Donc, moi, je veux voir le développement cette année avant de me prononcer sur combien de temps ça va durer. Maintenant, Hamza a dit un truc très important. Tu peux avoir toutes les heures de soufflerie que tu veux. Si tu n'as pas les bonnes personnes, ça fera pas le taf. Ils en avaient des heures de soufflerie avant. Avant, ils disaient « Ouais, le problème, c'est l'argent. On a moins d'argent que les autres. » Oui, mais maintenant que tout le monde a de l'argent, il va falloir convaincre les personnes, les hommes, et les mettre aux bons endroits, au bon moment. Et on va se retrouver avec une situation où c'est vraiment l'équipe la mieux armée en termes de cerveau qui va pouvoir faire son retard. Parce que les heures de soufflerie, évidemment que c'est important, mais en fait, c'est juste des preuves. C'est juste des preuves que ça marche. Je pense que le concept sans ponton, Toto Wolff l'a mis en soufflerie des heures et des heures et des heures pour qu'au final, tu l'aies dans l'os au moment où tu l'amènes sur la piste. Donc, je suis même pas sûr que Red Bull soit très inquiet d'avoir 150 heures de soufflerie en moins que Ferrari. Ils ont Adrian Newey. Adrian Newey qui s'est dessiné, qui sait... Pour le moment. Oui, pour le moment. Mais en l'occurrence, si tu veux revenir au haut niveau, je te dis pas qu'il faut te payer Adrian Newey forcément. Ça aide. Je veux dire, va falloir s'entourer des meilleurs. Et là aussi, en termes d'hégémonie, lui, il est hégémonieux par rapport à tous les ingénieurs aérodynamiciens qu'on a pu voir passer dans ce métier depuis 25 ans. Donc, il y a eu des gens qui ont su faire des choses bien à des moments, mais pas sur une ère aussi importante d'aéro.
Là, l'ère, elle est aéro, point barre. L'ère, elle est revenue à 40 ans en arrière. Des mecs qui n'ont jamais théorisé ni même conçu des voitures qui avaient de l'effet de sol. Sauf un. Bon. Sur chaque ère aéro, de toute façon, il a pondu la C'est voiture comme qu'il Nasser fallait depuis les et années le PSG, 90. t'as beau acheter Messi. Là, tu peux acheter la Ligue des Champions, il faut acheter Niway. Ouais, complètement. Donc, il va être... Et lui donner les pleins pouvoirs, surtout. Dis-le à Nasser. Roger Sbordef. Non, mais ce qui est important aussi de noter, tout à l'heure, on parlait de l'ère moteur Mercedes. Je suis allé voir la qualif en Espagne en 2014. Il y a 5 secondes entre le meilleur temps de Lewis Hamilton et le dernier Kamui Kobayashi. Il y a 2 secondes entre Hamilton et Kimi Raikkonen qui partait 6e avec Ferrari. On est dans une ère aujourd'hui où... À Barcelone, à Barcelone, oui, c'est ça. Donc on attend de voir quand même Barcelone avant de se prononcer définitivement. Mais on est quand même dans une ère bien différente où on a un nivellement, un resserrement plutôt de l'ensemble des écuries. Alors aujourd'hui, et tu le dis souvent désormais, Brice, c'est qu'on a Red Bull, puis on a les autres. Ok, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas 1 seconde 5 encore. Peut-être que ça arrivera, mais entre Red Bull et le reste. On l'a vu à Jeddah, ça. Et la progression... Ferrari était à 2 secondes au tour à certains Non, je moments. parle du tour qualif. Là, je parle du Tour de tour qualif, sur la excuse-moi. Non, je parle du tour qualif seulement. C'est quand même plus simple de régler une perf. Enfin, si tu as de la perf pure de qualif, c'est quand même plus simple de trouver des solutions pour régler un rythme de course qui est souvent dû à un problème de dégradation, de répartition des masses par rapport au fait que la voiture est plus lourde ou en tout cas de réglage d'appui que sur de la perf pure où si la voiture elle est cata, elle est cata. Je préfère prendre 2 secondes en rythme de course. Je sais où je vais devoir travailler plutôt qu'en rythme de qualif. Concrètement, de la perf pure, quoi, ma voiture, elle n'est pas au niveau point barre. Surtout qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, avec ce resserrement, il devient de plus en plus difficile de doubler sur la piste parce que une Aston Martin, ça vaut peut-être une Ferrari, peut-être qu'une Alpine, ça peut valoir une Mercedes sur certains grands prix. Donc c'est vrai que tu te retrouves dans une situation où tu sais pas où trop te situer et tu le dis souvent, la qualification aujourd'hui, elle a un rôle capital dans la construction du week-end. J'ai l'impression, peu importe le circuit, peu importe le tracé. Et il va falloir effectivement que Red Bull profite pour l'instant de cette avance pour plier le championnat assez rapidement, se concentrer régler sur la fiable. 2024. Mais surtout, et c'est là où j'allais venir, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, si en 2024, tu as toujours ces problèmes de fiabilité, ça pourrait peut-être t'empêcher d'aller jouer et d'aller remporter un titre mondial. Donc peut-être que la priorité pour Red Bull sur ces prochains mois, ce sera la fiabilité. Exactement. Voilà les amis pour ce débat. La RB19 était la meilleure voiture du 21e siècle. Vous nous dites ce que vous avez pensé en commentaire, votre avis en tout cas sur la question, et on ne manquera pas de vous répondre. Bien sûr, après vous avoir lu comme d'habitude. On referme la parenthèse Formule 1, on en ouvre une deuxième. Parlons moto, parlons 2 roues avec Margot GP. Margot qui a décidé de poser une question aujourd'hui qui est assez folle. Est-ce que le MotoGP fait pire que la Formule 1 ? Margot qui nous en parlait justement la dernière fois qu'elle est venue, il y a 15 jours, du nouveau format de week-end avec l'instauration justement des courses sprint. Il y en a eu deux, notamment le week-end dernier. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer ? Est-ce qu'il y a du positif ou il n'y a que du négatif ? Margot, c'est à toi, dis-nous tout. Salut à tous, effectivement, la dernière fois on parlait des courses sprint, savoir un petit peu comment le public avait perçu la nouvelle et aujourd'hui on a un petit peu de recul puisqu'il y a eu 2 sprints qui sont passés. On peut tirer quelques conclusions mais qui ne seront pas forcément positives à mon sens. Donc pour rappel, comment ça se passe avec ce nouveau format ? Eh bien il y a des sprints qui sont qui sont introduites maintenant à partir du samedi, donc en fin de journée. C'est moitié moins de distance que le Grand Prix du dimanche et ce sont les 9 premiers pilotes qui passent la ligne d'arrivée qui se voient attribuer des points et 12 pour le premier. Il n'y a pas que cette modification qui a pendant cette saison 2023. Alors déjà, les qualifications en MotoGP sont différentes de la Formule 1. À l'origine, c'est les 3 premières séances d'essais libres qui permettent de déterminer les 10 pilotes avec le meilleur chrono qui passeront directement en Q2 pour jouer la pole position. Maintenant, il n'y a plus que 2 séances qui le permettent, donc toutes celles du vendredi. Il y en a plus, donc ça rajoute beaucoup plus de pression pour les pilotes, puisqu'il y a cet enjeu de la qualification. Le samedi, il y a autant de pression et autant de nervosité, puisque les pilotes enchaînent avec la séance d'essai 3, qui ne sert plus autant qu'avant, puisqu'ils ne peuvent plus améliorer leur chrono, du moins ça ne servira pas à se qualifier en Q2. Et en plus de ça, après cette séance d'essai libre 3, il y a directement les qualifications, si peu qu'il y a des pilotes qui doivent passer par la Q1.
Et ensuite, 3h30 après, eh bien, les pilotes enchaînent avec la sprint. Sauf qu'entre-temps, il y a certaines obligations médiatiques, de sponsors. Accessoirement, ils doivent manger et aussi se préparer pour la course. Bref, beaucoup en peu de temps. Et le dimanche, c'est pas tout, puisqu'il y a le warm-up et directement après, la parade des pilotes. Donc, ils n'ont même pas le temps de débriefer. Bref, le programme est énormément chargé. Et on a pu voir donc déjà 2 sprints, comme je vous le disais. Et samedi, quand je regardais la sprint, j'avais un petit peu l'impression de regarder du Moto 3. Les pilotes, pour certains, disent que c'est de la folie, un peu la jungle, comme Quartararo avait dit. Pour revenir sur ce que je disais, voilà, que j'avais l'impression de voir du Moto 3. C'est-à-dire que la catégorie, cette petite catégorie est connue pour rouler en paquet avec beaucoup de dépassements, beaucoup d'agressivité aussi. Et c'était un peu ce qu'il y avait ce samedi en Argentine. C'est génial, on va pas mentir, c'est génial. Il y a de la bataille en course, il y a beaucoup de dépassements, ça crée du spectacle et c'est ce qu'on aime. Et ce serait mentir, comme je dis, de dire l'inverse. Et en plus de ça, eh bien, la Dorna, c'est aussi ce qu'elle recherche. Maintenant, le fait d'avoir 42 courses en un an, ça fait déjà de 1 beaucoup, mais c'est surtout que est-ce qu'on ne va pas se lasser à l'issue de l'année ? Comment ça va se passer ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et les conséquences sont aussi déjà là. C'est-à-dire qu'il y a 5 pilotes qui manquent déjà à peine en 2 Grands Prix. 4 courses, vu qu'il y a la sprint, il y a les 2 sprints maintenant, mais en 4 courses, eh bien, il manque 5 pilotes. Donc on passe de 22 à 17 sur la grille, ce qui est quand même énorme, dont 2 qui ont été blessés directement en sprint. Donc c'était Bastianini au Portugal et Joan Mir ce week-end en Argentine. Et un qui a été blessé indirectement, donc Paul Espargaro, qui cherchait à faire un meilleur chrono le vendredi pour directement passer en Q2, puisque le matin ça ne s'était pas forcément très bien passé. Et au final, il vient de sortir des soins intensifs, il est sorti des soins intensifs il y a quelques jours. C'est pour vous dire à quel point la chute était violente et on n'est pas prêt de le revoir avant quelques mois. Donc déjà 3 pilotes blessés juste avec les sprints. Et donc après il y a aussi Miguel Oliveira et Marc Marquez qui ont été blessés. Donc ça c'était pendant le Grand Prix du Portugal le dimanche. Mais voilà, les avis entre les pilotes sont assez partagés et je rejoins ceux qui ne sont pas fans des courses sprint. Pour répondre aussi à la question, le MotoGP fait-il pire que la F1 ? Même si pour l'instant, les équipes peuvent encore monter sur le muret des stands pour célébrer le résultat de leurs pilotes, à l'heure actuelle, aujourd'hui, les sprints ne sont pas convaincantes juste au regard des dégâts humains. Pourquoi en plus ? Pour plus de spectacles ? Oui, bien sûr. Pour plus d'audience le samedi et de manière générale sur le championnat ? Oui. Parce qu'on sait que la Dorna, on a besoin, avec le départ de Valentino Rossi et aussi le Covid, tout ça a mis un coup aux audiences. Et aussi pour plus de revenus pour le championnat et pour la Dorna, mais au final, au péril des pilotes qui prennent de plus en plus de risques. Merci beaucoup Margot pour ce nouveau beau papier MotoGP. Nous, il y a une coupure de 1 mois pour la Formule 1, donc on va pas parler MotoGP pendant 1 mois, mais tu reviens bien évidemment s'il se passe quoi que ce soit. Margot GP, sa chaîne YouTube, est désormais dans les pistonnés pour une très belle chronique moto. Voilà, c'est la fin de ces pistonnés. J'espère que vous êtes régalés, que vous avez passé un bon moment. 1 mois sans Formule 1, les gars. Oui, ça va faire et du mal et du bien. Ah, j'aimerais bien qu'on disserte là-dessus, mais écoute, pas aujourd'hui. Week-end peut-être. Exactement. Hamza, retour au foot là du coup pendant 1 mois. On fait une coupure Formule 1. Je pense qu'on est attendu dans le sud de la France dans les prochains jours, dans les prochaines heures déjà, avec nos amis de Formule 2. Donc, Je on crois va qu'il déjà se partait en vacances, concentrer. j'ai pas que tu Non mais t'as raison. On va déjà se concentrer là-dessus. J'ai Le oublié. travail n'est pas terminé. Il n'y a plus de F1, mais il y a toujours du Le travail n'est pas terminé. On part en reportage, les amis, avec Théo Pourchère, Isaac Adjar et monsieur Victor Martins. Et normalement, quand la Formule 1 reviendra, on vous fera un très 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 beau reportage. Un autre F2. guest aussi, attends. Oui, je dis pas tout. Ah ouais, Je dis pas tout parce que pas l'œil. j'ai peur qu'on se porte l'œil et que les types ne viennent pas finalement. Mais voilà, on vous prépare plein de belles choses pendant cette intersaison. Soyez forts, 1 mois c'est long, 1 mois c'est dur, mais après promis, on reviendra et ça durera jusqu'à la fin de l'année. Bonne journée à toutes et à tous. N'oubliez pas le pouce levé pour donner de la force au pistonné et on se retrouve sur les réseaux pour poursuivre la discussion comme d'hab. Ciao.